Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fox. On se retrouve pour une nouvelle émission, le podcast des renards. Le concept il est simple, chaque épisode avec un renard différent et un thème différent. On accueille aujourd'hui Julien pour le premier épisode. Bonjour Mathéo. Salut bonjour Julien, je suis super content de faire ce premier épisode avec toi. Je suis content également de partager ça avec vous. On va parler aujourd'hui principalement de la pêche en compétition ensemble, des techniques, des stratégies, de comment tu les abordes. Et le sujet est assez vaste. Et le sujet est assez vaste, on en a pour un moment je pense. On va attaquer tout de suite avec une présentation, je te laisse te présenter. D'accord, je me présente pour tous ceux qui me connaissent pas. Donc moi c'est Julien Filleul, j'ai 31 ans. Je pêche la carpe depuis l'âge de 10 ans. Je travaille dans l'industrie papetière depuis maintenant 7 ans, dans lequel j'exerce le poste d'opérateur de production. Donc c'est un métier de factionnaire. Donc l'avantage c'est que j'ai la particularité, l'avantage de pouvoir aller au bord de l'eau assez régulièrement. Donc c'est mine de rien. Un emploi du temps saccadé entre la pêche et le Ouais, exactement. travail. J'ai pas mal de jours de repos, ce qui permet de me rendre au bord de l'eau autant que je veux presque. Tu peux peut-être nous dire depuis combien de temps tu es chez les renards? Je suis chez Fox maintenant depuis 6 ou 7 années, je ne sais plus exactement. Et voilà, j'espère que ça va continuer encore pendant de longues années. Un des piliers de l'équipe alors? Pilier, je sais pas, mais bon, ça fait quelques années maintenant que je suis dans l'équipe. Ouais. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est gentil. Un pêcheur de compétition. De compétition, oui, depuis maintenant mon plus jeune âge. J'ai vraiment trempé dedans depuis l'âge de 15 ans. J'ai suivi pas mal de copains qui commençaient à faire les championnats de France. Ils m'ont poussé à faire les championnats de France des jeunes. Et du coup, j'ai suivi cette voie jusqu'à maintenant, quoi. Ça m'a jamais quitté. C'est ce qui t'a donné envie de faire de la compète jusqu'à maintenant? Oui, c'était vraiment au départ de L'élément découvrir, déclencheur. de découvrir les grands, commencer à faire la compétition, puis après, voilà, de s'y donner, puis au fur et à mesure des années, d'acquérir de l'expérience et de faire toujours plus de compétitions. Quand tu pars pêcher en compétition ou pour toi, pour perso, tu pars dans toute la France, tu as des secteurs de prédilection ou des zones? Maintenant, j'essaie de privilégier un petit peu le type de compétition que je vais faire. Donc, malheureusement, des compétitions qui, à mon sens, sont les plus intéressantes, sont un peu aux quatre coins de la France. Donc, ouais, je suis amené à faire pas mal de kilomètres pour participer à des compétitions. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus. On se retrouve tout de suite dans la deuxième rubrique, entrer dans les coulisses, et on va parler pêche en compétition. On va entrer dans les coulisses avec toi, Julien, sur la pêche en compétition. D'accord. On va parler un peu des stratégies, des différentes techniques et des différentes compétitions qui existent en France. Tu peux peut-être déjà commencer à nous détailler les différents types de compétitions? Oui, donc maintenant, il y en a plusieurs types. Il y a des pêches du bord, il y a des pêches en bateau. Il existe maintenant des compétitions individuelles, donc on pêche en solo. On peut aussi pêcher à deux, c'est ce qui se fait la majeure partie du temps. Et c'est aussi ce que je préfère. Donc voilà, toi, tu es plus pêche à deux? Ouais, pêche à deux. Moi, je suis vraiment toujours dans cet esprit de partage. Et la compétition, pour moi, a tout son sens quand on la pêche à deux, parce qu'on a toujours besoin d'un avis extérieur, d'une aide. Et pour moi, ouais, la compétition, ça se passe à deux. Même s'il m'arrive régulièrement d'en faire en solo, parce qu'au final, c'est autre chose. On est obligé de puiser vraiment dans ses retranchements. On est tout seul face aux éléments, donc on n'a pas le choix. Mais je privilégie quand même les enduros à deux. Est-ce que tu peux nous dire combien de compétitions tu fais par an environ? Tout dépend de comment ça va tomber par rapport à mon boulot, mais j'essaye au moins une dizaine de compétitions dans l'année. Disons que maintenant j'en fais moins, mais je sélectionne un petit peu plus les enduros auxquels je vais participer. D'accord. Est-ce que c'est accessible finalement à tout le monde? Est-ce que tu peux nous dire peut-être si les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se mettre à la compétition et qui débutent la pêche peuvent le faire ou non? Oui, bien sûr, c'est accessible à tous, surtout que la compétition est en pleine expansion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a différents types d'enduro. On peut avoir l'enduro, entre guillemets, que je dis du coin, le petit enduro communal qui s'apparente un petit peu à tout le monde. Et après, on a des compétitions un petit peu plus poussées, type championnat de France, qui maintenant, en plus, avec les divisions qui se sont instaurées, vont être beaucoup plus équitables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir 3 divisions, la D1, la D2 et la D3, pardon, ce qui va correspondre au niveau entre guillemets de chacun, ce qui va permettre à tout le monde de se retrouver en fait, dans son niveau, dans sa catégorie pour s'amuser entre guillemets, quoi. Donc ton conseil, ce serait plutôt d'attaquer la compétition sur des compétitions communales, ou alors on peut déjà attaquer en division 3 par exemple, oui, si on débute? Tout dépend la motivation et ce que l'on a envie de faire. Mais la plupart du temps, il est vrai que pour commencer une compétition, c'est toujours bien de commencer quelque chose d'assez simple. Le petit enduro, le petit plan d'eau entre guillemets que l'on connaît.
on a l'habitude de pratiquer, on connaît un petit peu la pêche, c'est toujours plus simple et de permettre de ne pas forcément se dégoûter parce que quand on ne connaît pas, on arrive rapidement à être un petit peu écœuré de la compétition. Et à perdre ses moyens. Donc ouais, commencer par des plans d'eau un petit peu plus simples et par la suite essayer d'évoluer et de choisir d'augmenter un petit peu le niveau des compétitions. D'accord. À quel âge on peut attaquer les compétitions? Il y a Il n'y a pas d'âge. minimum? Il n'y a pas d'âge. Il y a le groupement national carpe qui aujourd'hui organise des championnats de France des jeunes pour voilà, qu'il y ait une compétition entre guillemets nationale officielle pour que ça donne un petit peu plus d'enjeux et que les jeunes soient voilà, que ça les motive à rentrer dans la compétition un peu enfin, haut de gamme, un peu plus de haut niveau, quoi. Et de ton côté, à quel âge as-tu fait ta première compétition? Moi j'ai commencé par le championnat de France des jeunes, donc je sais plus, je devais avoir 15 ou 16 ans. D'accord. Et au fur et à mesure des années, voilà, on commence junior, senior, et puis après on arrive chez les grands, et puis on n'a plus le choix, quoi, donc, voilà. Ok. On pense compétition, mais on pense aussi entraînement du coup. Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots à ce Ouais, sujet-là? tout à fait. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, quand on aborde les compétitions, quand on arrive le jour J sur le plan d'eau, il faut maîtriser le plan d'eau, connaître les plans d'eau fourrage, la technique à mettre en place pendant la compétition. En gros, pendant la compétition, on n'est pas là pour s'entraîner. Il faut avoir la technique. Pas. Voilà, il faut avoir la technique rodée. On arrive, il faut être sûr à 100% de ce que l'on fait pour optimiser le temps. Et le but de temps, c'est des poissons pour en faire un maximum, quoi. Donc, il est important de s'entraîner. Souvent, on essaye d'aller s'entraîner dans des conditions un peu similaires à la compète. Ça sert à rien d'aller s'entraîner en hiver si la compétition est en été. Donc même période. Ouais, à peu près la même période, un mois après, on essaie de s'y rendre au moins 2-3 fois avec 2-3 personnes, avec 2-3 approches différentes, qui va pêcher avec des différents types d'appâts pour voir ce qui fonctionne le mieux, quoi. Donc trouver la bonne technique qui correspond. Tout à fait. Déjà, ce qui est important, c'est de connaître et de comprendre le plan d'eau. Quand je dis ça, c'est-à-dire de connaître les poissons fourrages. Quand je dis poisson fourrage, c'est tout ce qui est gardon, brème, poisson-chat. Est-ce qu'on va être embêté avec ce type de poisson? Ce qui va déjà nous donner un premier élément de choix dans le type d'appât utilisé. Donc, suivant ça, déjà, on a déjà orienté vers tel type d'appât. Et après, du coup, à plusieurs, il y a une équipe qui pêche avec un type d'appât, une autre avec un autre type d'appât. On essaye de se mettre à peu près en condition d'enduro tous les 60 mètres. Et vraiment rester sur le même type d'appât et voir au bout de 3 jours qu'est-ce qui a le plus de rendement, qu'est-ce qui aura attrapé le plus de carpes, la moyenne, le nombre de poissons blancs. Enfin voilà, c'est vraiment important parce que par la suite, il va toujours en ressortir quelque chose. Et c'est ce qui va nous permettre le jour J d'être prêt, quoi. On a parlé des entraînements, mais finalement, est-ce qu'il y a un matériel qui est adapté pour la pêche en compétition? Bien sûr, il y a différents types de matériel qui sera plus ou moins adapté à certains types de pêche. Naturellement, en compétition, quand on veut déjà se différencier, c'est par rapport à la distance. Donc la plupart du temps, on utilise des cannes qui sont assez puissantes, type 13 pieds en 3,75, pour nous permettre de lancer plus loin que les autres. Et souvent aussi, on utilise des cannes un petit peu plus souples. Des fois, on n'a pas forcément besoin de rechercher la distance, mais on a besoin de beaucoup plus de souplesse, parce qu'on est amené, il faut des fois pêcher des poissons vraiment petits. Et le problème, c'est que quand on pêche des poissons entre 1 et 2 kg, en utilisant des cannes rigides, on est toujours amené à décrocher. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des cannes adaptées au type de pêche que l'on aura sur le moment, quoi. On a parlé des appâts en ce qui concerne les entraînements. Est-ce que vous vous entraînez également sur les différentes techniques de pêche? Oui, tout à fait. C'est-à-dire sur le lancer ou alors la pratique de la pêche en général? Mais souvent, les appâts que l'on va utiliser en compétition, ça va aller dans le même sens que l'approche. C'est-à-dire que si on pêche, par exemple, je ne sais pas, pour citer une pêche avec du chènevis, on peut très bien pêcher avec des glaçons dessus, on peut aussi très bien pêcher au zig dessus. Donc il va falloir trouver le type d'appât qui va être le plus adapté au moment, et après la technique qui sera la plus Finalement, appropriée. il faut être capable de maîtriser toutes les techniques Tout à fait, possibles. il faut être polyvalent, il faut vraiment tout essayer, parce qu'à un moment donné, on peut très bien attraper des poissons au zig comme on fait au fond. On peut aussi en faire au fond au zig en même temps, et c'est là où il faut savoir laquelle des deux techniques sera la plus adaptée sur le moment, quoi, celle qui rapportera le plus de poissons. Donc c'est pour ça que sur chaque type d'appât, on essaye à chaque fois différentes techniques dessus pour voir ce qui est le plus efficace, quoi. Une personne qui démarre un entraînement, est-ce que tu pourrais lui donner un conseil? Le premier conseil qui te viendrait à l'idée? Le premier conseil, ça serait de ne pas s'éparpiller. C'est-à-dire que si il part pour 3 jours ou 2 jours, c'est de rester avec un seul type d'appât et y croire jusqu'au bout. Parce que le problème, c'est qu'on a des appâts qui sont plus ou moins instantanés. Donc, par exemple, type des graines, ça peut fonctionner tout de suite et on va dire que les résultats peuvent
se ralentir en fait sur la durée, alors qu'à contrario, si on utilise avec des bouillettes, au départ de l'entraînement, ça peut être compliqué. On peut avoir du mal à faire entrer les poissons et cartonner sur la fin. Donc ce qu'il faut, c'est de se dire, si on a un entraînement, je vais y aller avec tel type d'appât, mais pendant 3 jours, je vais pêcher qu'avec ça et voir ce que ça va donner au bout de 3 jours. Pas changer au bout de 24 heures parce que ça ne fonctionne pas. Alors on peut modifier certaines choses, mais rester vraiment en confiance avec le type d'appât que l'on utilise, quoi. C'est qu'un entraînement, même s'il n'y a pas de résultat au bout, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà fait des entraînements où je n'ai fait aucun poisson, mais ça m'a permis de comprendre ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a aussi cette réflexion-là. Un entraînement, c'est pas le but de cartonner les carpes dans tous les sens. C'est de prendre le maximum d'informations. C'est de prendre le maximum d'informations et de voir si ce que l'on met en place fonctionne ou ne fonctionne pas. Et après, c'est savoir pourquoi ça fonctionne ou pas, quoi. Il y a une réflexion derrière pour comprendre tout ça. J'imagine que même avant les entraînements, il y a une préparation qui se met en place. Comment est-ce que tu procèdes ? Alors, sur les entraînements, il y a un petit peu de préparation, mais la préparation va être surtout après les entraînements. Si par exemple, on se rend compte que sur une pêche, sur un plan d'eau, c'est au zig que ça a fonctionné, et on a forcément les hauteurs, donc on va préparer énormément de zig pour ne pas avoir les faire pendant la compétition. Parce que souvent pendant la compète, si notamment c'est des pêches au zig, souvent c'est des pêches de rendement, et lorsqu'on est au cœur de l'action, on n'a pas forcément le temps de refaire des zigs, et le peu de temps qu'on va avoir à se reposer, il faut l'avoir pour se reposer. On n'est pas là pour refaire des montages, s'user, enfin voilà. Donc en fait la partie préparation et la partie entraînement sert aussi à calculer les petits détails, comme tu viens de le dire, la longueur des bas de ligne des zigs. Tout à fait, c'est primordial et c'est ce qui fait au final, des fois il y a plein de personnes qui se demandent comment on peut avoir une telle différence par rapport à d'autres participants. Ils pensent qu'on a des produits miracles ou autres, mais c'est absolument pas ça, c'est vraiment l'approche, on la connaît, on sait ce qu'il faut faire, les bas de ligne ils sont prêts et tout ça c'est un gain de temps. Donc c'est millimétré quoi. Tout est calculé et tout est optimisé pour. C'est toujours pareil, gagner du temps, et du temps, c'est les poissons. On peut peut-être essayer de détailler les différentes techniques que tu utilises toi en compétition. Oui. Et essayer de voir s'il y a une tendance qui se dégage en fonction des types de compétition, des plans d'eau ou des secteurs. La plupart du temps, entre guillemets, quand on n'est pas trop embêté avec la blanchaille, tout ce qui va être blanc, brème ou autre, il est vrai que de pêcher avec des particules, chènevis, un petit peu de graines, ce sont des amorçages qui sont ultra attractifs. Donc graines, quand tu dis graines, c'est du chènevis, malheureusement, chènevis, maïs doux, des graines un petit peu grasses qui fixent vraiment les poissons sur les coups et qui les gardent, quoi. C'est vraiment l'avantage. C'est en plus la plupart du temps on pêche des poissons, des petits poissons, donc c'est tout ce qui est graines, c'est très réceptif sur ce genre d'amorçage et en général, voilà. Les poissons rentrent bien dessus. Donc derrière, on peut pêcher de multiples façons. On peut pêcher au glaçon dessus, en enfermant des graines dans de la glace pour reproduire en fait exactement le même amorçage que l'on met dans l'eau. On peut aussi pêcher avec des petits sticks un petit peu boostés dessus pour essayer de faire ressortir son neige par rapport à cet amorçage. Après, il y a aussi des pêches à la bouillette, des pêches qui sont beaucoup plus simples. Quand par exemple, on est embêté avec pas mal de blanchailles ou de poissons-chats, utiliser des bouillettes un petit peu dures, ça nous permet de pêcher plus longtemps. Ça permet sur le long terme de faire rentrer souvent en plus des plus gros sujets. Parce que l'avantage de la bouillette en général, c'est qu'il y a moins de particules, on attire moins de blanc, ce qui fait que voilà. Donc on choisit aussi ses appâts en fonction des poissons qu'on veut pêcher. Ah ouais, tout à fait, ouais, c'est très important. Ouais. On a parlé d'appât, mais on n'a pas parlé de quantité. Quand tu arrives sur une compétition, est-ce que tu as tendance à mettre beaucoup d'appâts ou alors j'imagine qu'il y a une tendance qui se crée par rapport à l'entraînement, oui, effectivement. Mais... Ce qu'il faut, il faut toujours partir sur une petite base pour attirer quelques poissons. Et dès que des poissons rentrent après sur les amorçages, après, forcément, il faut mettre des quantités parce que le but du jeu, c'est pas de gagner avec 2-3 poissons. Et plus on mettra de l'amorçage, plus on attirera de poissons et plus on sera susceptible de faire un résultat. Après, ce qui est compliqué, c'est les quantités d'amorçage sont à gérer en fonction des poissons fourrages. Souvent, si on a beaucoup de merdouilles, comme j'appelle ça, de brèmes, de chats ou autres, plus on va forcer les amorçages, plus on va attirer cette blanchaille, et plus il va falloir après proposer des appâts en adéquation avec ça. La distance, c'est pareil, parce qu'on a beau faire des amorçages, placer les cannes à différentes distances par rapport à ça. J'ai quand même l'impression qu'une grosse partie de la pêche se tourne autour de l'amorçage. Est-ce que pour toi, c'est le point le plus important ? C'est le point crucial, l'amorçage, oui. Mais c'est l'amorçage, mais savoir quoi mettre en amorçage par rapport au plan d'eau. L'amorçage, c'est déterminant, c'est ce qui fait tout. Il est rare de gagner une compétition en lançant des sticks à l'arrache ou des pelets ou des bouillettes. Voilà, quoi. Il faut regrouper des poissons et après réussir à capturer les poissons qui sont sur le coup. C'est ce qui est le plus compliqué. Parce que la plupart du temps, chez n'importe quel participant, il y a des poissons sur leur amorçage. Après, le plus dur, c'est d'arriver à les faire mordre. Quand tu es en compétition, tu as des concurrents qui utilisent des techniques potentiellement les mêmes que toi. Comment ça se passe pour arriver à te démarquer quand tu es au coude à coude avec certains pêcheurs ?
Aujourd'hui, on utilise quasiment tous les mêmes techniques. On va dire qu'il y a 4-5 techniques qui tournent sur la On compétition. peut peut-être les détailler, les différentes techniques. Oui, Juste après les ça va nommer. être la pêche au zig. La plupart du temps, les mecs vont pêcher au pelé, à la bouillette ou au chènevis. Tu vois. En gros, ça va être les Ok. quatre points avec lesquels les mecs vont, les 4 appâts, entre guillemets, les plus prenants sur des compétitions. Et après, ça va être Donc pour arriver à se démarquer. de déterminer le tempo de l'amorçage, parce que c'est pareil, c'est pas, il suffit pas de mettre un seau de chènevis, on va dire, par exemple, et de pêcher dessus. Des fois, il faut commencer par mettre 5-6 spots pour commencer à tirer les poissons. Dès qu'il y en a un petit peu plus, remettre un petit peu plus d'appât pour créer une frénésie. Après, le problème, c'est que c'est aussi, est-ce que les poissons s'attrapent dans l'amorçage? Est-ce qu'ils s'attrapent derrière? Et il y a aussi ça, quoi. Et souvent, en compétition, les mecs ont tendance à vouloir rester statiques, à laisser leur canne pêcher pendant 2-3 heures, pendant que nous, on va relancer les cannes des fois toutes les demi-heures ou 20 minutes. Suivant ce qu'on a, tu vois, on a toujours plein d'idées, on essaie de rebondir. C'est vraiment de Vous êtes tout le temps en choisir, action, de quoi. gratter, quoi. Toujours en action, ouais. Ça marche. Toujours chercher, quoi. Ça me fait rebondir sur le comportement des poissons. On en a parlé tout à l'heure pendant la présentation. Est-ce que tu penses que les poissons, sur un plan d'eau donné, avec une compétition qui arrive tous les ans à la même période, changent leur comportement alimentaire et leur zone de tenue? Alors les zones de tenue, ça peut, s'ils ont l'habitude d'être tranquilles dans une zone et que d'un seul coup on met une équipe sur cette zone, donc les poissons vont potentiellement dégager de cette zone. Après, c'est surtout le comportement, la pression de pêche fait changer le comportement des poissons. Quand on vient à s'entraîner, souvent on a des résultats, je dirais exceptionnels, de gros résultats, donc on est en confiance, et pendant la partie de pêche, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Souvent, nous on a remarqué, en compétition par rapport à un entraînement, il faut diviser les résultats par 3. À quelque chose C'est près, quand même c'est énorme. impressionnant. Ouais. Et souvent, par exemple, il y en a, ils font une vingtaine de touches pendant l'entraînement. Ils sont contents parce qu'ils pensent que c'est un bon résultat, alors qu'en fin de compte, celui qui va s'entraîner et qui va vraiment trouver la bonne approche, il va en faire une 60aine. Et pendant la compétition, celui qui a gagné, il va en faire 20 ou 15, tu vois, pendant que celui qui en a fait 10, il va en faire 1 ou 2. Il faut vraiment... les poissons, quand il y a une pression de pêche, il faut savoir que déjà, il y a plusieurs amorçages qui sont mis en place. Donc du coup, les poissons, ils sont dispersés. Donc il y a moins de poissons pour soi. Disponible, ouais. Et en plus de ça, il y a plus de bannières, plus de bruit. Donc le poisson adapte à un comportement de méfiance. Et c'est aussi pourquoi c'est plus compliqué de les attraper, quoi. Quand tu gagnes une compétition, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quand je gagne une compétition, il se passe, je suis satisfait parce que la plupart du temps, on met beaucoup de moyens, enfin financiers et même en temps. On se donne les moyens pour essayer de réussir une compétition. Donc quand on y arrive, on a un sentiment de fierté, quoi. C'est bien. Et à contrario, quand tu es au coude à coude avec d'autres pêcheurs et que la compétition se déroule pas comme tu le sens, comment tu arrives à gérer la pression? La pression, elle se gère bien. Après, l'expérience fait que la pression, on l'a plus après. Quand on est habitué, c'est comme tout, à faire de la compétition. Alors au début, c'est sûr que c'est les premières compétitions, on trempe de C'est partout. stressant, Dès qu'il y a le voisin qui arrive derrière, on stresse. Et c'est normal, hein, c'est l'être humain qui est comme ça. Avec l'habitude, ça passe. Après, aujourd'hui, gagner ou perdre, on part jamais perdant d'une compétition. On est toujours gagnant parce que même si on finit dernier de la compétition, ça veut dire qu'on est passé complètement à côté. Mais finalement, c'est comme à l'entraînement, on a pris des informations. Voilà, c'est on a ça. pris des informations. On va savoir comment, parce qu'on sait toujours plus ou moins comment la pêche s'est passée. Et on va dire pourquoi moi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est lié au poste? Est-ce que c'est lié à l'approche? Il y a toujours plein de paramètres qui vont rentrer en compte. Et en fin de compte, après, on sort toujours gagnant de ça et on ressort plus fort et meilleur pour la prochaine. On va essayer de terminer cette rubrique sur un conseil. Si tu as un conseil à donner à des personnes qui font de la compétition et qui veulent s'améliorer. Ce qu'il faut, c'est, comme je disais, c'est vraiment passer par des entraînements, bien comprendre le lieu, ça c'est très important, et après croire en ce que l'on fait. Quand on démarre la compétition, si on a vraiment confiance, rester sur cette ligne de conduite, tout en gardant l'esprit de rester un peu ouvert, regarder ce qui se passe. Comme j'ai toujours dit, des fois, si on pense pouvoir réussir une pêche au fond et qu'on voit que c'est au zig, savoir s'adapter, de pouvoir changer sa pêche rapidement et se remettre en question rapidement. Et surtout, sur la compétition, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le fair play. C'est rester fair play. S'il y a un gars qui gagne devant nous, c'est qu'il était plus fort et c'est pas pour autant. Il faut savoir l'accepter. Exactement, savoir l'accepter. Puis justement, en discuter derrière pour acquérir plus de connaissances. Je comprends. En tout cas, Julien, je te remercie pour toutes ces informations Merci à toi. sur la compétition. J'espère que ça leur aura plu. On va passer tout de suite à notre troisième rubrique. Troisième rubrique, la tuile de Julien Filleul. T'es prêt à nous raconter une anecdote? Oui, alors des anecdotes, j'en ai
Pas beaucoup, mais j'en ai une qui me vient à l'esprit. C'était lors d'une compétition avec Mathieu Farge. On participait à un enduro pour le Téléthon. Donc, le Téléthon, forcément, c'est en décembre. Il neigeait, et puis on était plus sur le côté de la pêche. On n'avait pas trop ancré les bivis, ce qui fait que en pleine nuit, en pleine soirée, à un moment donné, il y a eu une rafale de vent qui a tout arraché. Et il neigeait, donc tout le matériel s'est retrouvé dans la neige. Il y avait un froid de canard, enfin, c'était une catastrophe. Et j'en ai pas gardé forcément un très bon souvenir, parce que derrière, il a tout fallu remonter en pleine nuit. Ouais, ça a été un petit peu catastrophique. Vous êtes quand même sorti sur cette compétition? Sorti. Vous en êtes sorti, la compète s'est bien terminée? On a passé un excellent moment, oui, on n'avait rien fait. En plus de ça, c'était très compliqué, il s'était fait 2 ou 3 poissons, mais bon, on n'était pas là pour ça, on était pour se retrouver déjà et passer un bon moment. Ça marche, merci Julien. Ok Julien, alors on est parti pour notre dernière rubrique, les questions flash. Alors pour vous expliquer le principe, les questions flash, c'est des questions que Julien ne connaît pas et qui doit répondre assez rapidement. Alors on est parti tout de suite pour la première question. J'aimerais savoir quels sont tes objectifs pour l'année prochaine. Mais pour l'année prochaine, étant donné qu'il y a la mise en place des divisions en fait, et que j'ai l'opportunité de pouvoir rentrer en première division, donc il y aura un niveau qui va être vraiment beaucoup plus relevé que les années précédentes. Mon objectif, ça serait de remporter la première division et d'être champion de France. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je te le souhaite. J'aimerais savoir également si tu as été influencé par d'autres pêcheurs. Oui, bien sûr. Dans le mode de la pêche, j'ai été influencé, pour les citer, Mathieu Farge et Mathieu Néra ont longtemps été, pas des idoles, mais ils m'ont vraiment aidé à toujours vouloir progresser. Et ils ont toujours été les meilleurs en compétition, donc il est vrai que je les ai beaucoup suivis. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lieu en France qui te fait rêver? Un lieu de pêche? Pas forcément, non. Moi, j'aime bien pêcher tout type d'eau. Et non, je n'ai pas vraiment de lieu qui me fait rêver. Non. Ça marche. Tu peux peut-être nous dire combien de compétitions tu as remporté? Si tu as le nombre exact. Alors, le nombre exact, non, je ne l'ai pas. Mais on va dire pour citer cette année. Cette année, j'ai fait 5 compétitions. J'ai fait une fois 3e, une fois 2 et 3 fois 1er. Est-ce que tu connais le plus gros poids total que tu as réussi à accumuler en compétition? Alors oui, c'était l'année dernière sur un challenge à Duris. On a fait sur 5 jours 243 poissons pour 1 tonne 475. Ce qui est un beau résultat. Ouais, c'était une semaine très éprouvante, c'était sympa. Alors j'ai cru comprendre que tu pêchais beaucoup au zig et je me demandais si tu arrivais encore à enfiler des bouillettes sur le cheveu. Et de plus en plus, oui. Ouais, de plus en plus parce que on se rend compte que le zig, ça a aussi ses limites et que par moment, il faut aussi employer d'autres techniques pour attraper les carpes. J'ai constaté aussi tes talents de cuistot lors des battles. J'aimerais savoir quand est-ce que tu veux te lancer chez Top Chef. Chez Top Chef, j'en sais rien. Je sais pas si j'ai des grands talents de cuisinier. Après, je me débrouille sur certains petits plats, mais après, ça serait avec plaisir de recuisiner pour vous là, pour des prochains battles. J'ai vu aussi que tu maîtrisais maintenant la dépose en bateau. Est-ce que tu peux nous expliquer la technique d'une rame? La technique d'une rame. Et si le secret, c'est de chanter? Si on a envie de passer pour un clown, c'est pas mal. C'est une bonne technique. Après, je la conseille pas quand il y a du vent parce que j'avais pas besoin pour ça pour galérer et ça m'a mis encore un petit peu plus en difficulté. C'était marrant, mais c'est quelque chose que je ne reproduirai pas. Ok. Pour terminer, tu sais que beaucoup de nos auditeurs suivent de près le lancement des produits Fox. Et on sait que tu travailles sur un nouveau produit. On aimerait savoir si tu pourrais nous parler un peu de ton miroir autocoiffant. Le miroir autocoiffant, ouais. Oui, alors il est vrai que déjà on avait sorti une trousse de toilette où je me suis fait un petit peu tailler. C'est vrai que c'est très pratique. Alors il y en a beaucoup qui pensent que je me recoiffe tous les jours au bord de l'eau. C'est pas le cas. J'ai un gel qui est très, très dur et qui tient pendant de nombreux jours, ce qui fait que on a toujours l'impression que je suis coiffé au bord de l'eau. Mais je me coiffe pas tous les jours, non. Ok, merci Julien. En tout cas, on a passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Merci Julien. Merci, j'ai passé un très bon moment. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast des renards sur notre chaîne YouTube.